Dans les brumes épaisses d'une Angleterre victorienne, certains secrets refusent obstinément de rester ensevelis. Les vieilles pierres des collèges, les couloirs où résonnent des pas feutrés, tout semble chargé d'une énigme prête à éclater. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le-moi en commentaire. Car derrière chaque silence, chaque souffle de brouillard, se cache une vérité plus sombre que l'ombre elle-même. Tendez l'oreille, car les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Ce matin-là, Londres s'éveillait sous un voile de brume épaisse qui enveloppait les rues comme une couverture humide. Le gaz des réverbères, vacillant encore à l'aube, projetait des halos incertains, et le roulement des fiacres, assourdi par le brouillard, paraissait surgir de nulle part pour disparaître aussitôt. À Baker Street, le feu de notre cheminée crépitait paresseusement, et la pièce baignait dans une chaleur bienfaisante. Je savourais ce contraste entre le chaos invisible du dehors et la quiétude intime de notre logis. Holmes, fidèle à son habitude, s'était installé dans son fauteuil, entouré de ses pipes, de journaux chiffonnés et d'un épais volume ouvert sur ses genoux. Moi-même, je feuilletais distraitement la presse du matin, laissant mon regard se perdre parfois dans les arabesques que la fumée traçait au plafond. Tout semblait suspendu, comme si la journée hésitait encore à se lever. Dans ce calme étrange, je percevais pourtant une tension muette. La ville tout entière, étouffée par ce manteau gris, semblait attendre un signal pour s'animer. Et de la même manière, mon compagnon, quoique immobile, donnait l'impression d'être prêt à bondir à la première provocation du destin. Ce contraste entre le monde extérieur et le silence feutré du 221B me fit songer que souvent, c'était dans de telles matinées immobiles que surgissaient les affaires les plus singulières. Je n'imaginais pas, en observant les vitres couvertes de condensation, que le brouillard de Londres allait sur le point d'abandonner ma tentative, quand soudain il se redressa brusquement, posa le livre sur la table et s'exclama. « Watson, il est des moments où la paix la plus complète n'est qu'un prélude au tumulte. » Je n'eus pas le temps de l'interroger davantage. À cet instant précis, un bruit de pas résonna dans l'escalier, rompit le silence et annonça l'entrée de notre gouvernante. Le calme s'apprêtait à céder la place à l'intrigue. Madame Hudson entra avec son empressement coutumier, tenant à la main une enveloppe scellée d'un rouge profond. Elle l'attendit à Holmes avec un léger froncement de sourcils, comme si l'objet lui inspirait quelque inquiétude. Je remarquai immédiatement le sceau, marqué des armes d'un collège d'Oxford, détail inhabituel dans notre correspondance ordinaire. Holmes, qui venait à peine de sortir de son état de concentration, se saisit de la lettre et l'examina attentivement sans l'ouvrir. Il fit glisser son doigt sur le sceau, observa le papier, enhuma même légèrement le parfum, puis posa l'enveloppe devant lui comme un joueur de cartes qui hésite avant de révéler sa main. « Voyez, Watson, » dit-il avec un demi-sourire, « Oxford nous appelle. » Cette simple remarque éveilla en moi un mélange d'étonnement et de curiosité. Pourquoi un collège si prestigieux s'adresserait-il à mon ami? Quelle urgence pouvait nécessiter l'envoi d'une telle missive en plein brouillard londonien? Je sentis que nous étions à l'orée d'un nouveau mystère, et déjà je me penchais pour lire par-dessus son épaule lorsque Holmes rompit enfin le sceau. La lettre était rédigée d'une main tremblée, sur un ton d'angoisse palpable. Holmes me la tendit pour que je la lise à haute voix. Je reconnus aussitôt la jeunesse de l'auteur à travers ses tournures maladroites. Il se nommait Henry Blackwood, étudiant en lettres, et il implorait l'aide de mon ami pour élucider une disparition. Son maître, le professeur Ainsworth, éminent érudit respecté de ses pairs, avait quitté son logis 2 jours auparavant sans donner signe de vie. Blackwood expliquait qu'avant ce départ mystérieux, le savant lui avait confié. À mesure que je lisais, ma voix se brisait presque sous l'émotion transmise par ces lignes. L'appel du jeune étudiant résonnait comme un cri de détresse dans le silence de notre logis. Holmes, les yeux clos, semblait écouter chaque mot comme une pièce s'ajoutant à un puzzle invisible. Lorsque je terminai, un silence pesant s'installa, chargé de pressentiments. Holmes rouvrit les yeux et me demanda de relire un passage précis. Je repris la lettre et trouvai rapidement l'expression qui l'avait frappé. Une trahison dont les conséquences pourraient ébranler jusqu'au fondement de l'État.
Ce mot, trahison, résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Holmes se leva vivement et fit quelques pas dans la chambre, ses mains jointes derrière le dos. Je le vis soudain transformé. Sa nonchalance matinale avait cédé la place à une énergie ardente. « Watson », dit-il avec cette vivacité que je lui connaissais, « un érudit qui disparaît, une société savante qui dissimule ses querelles. » Et ce mot terrible jeté comme une étincelle. Voilà un mélange qui promet un embrasement d'une ampleur considérable. Je lui demandai s'il croyait à une exagération due à la peur d'un jeune étudiant. Holmes secoua la tête. Les jeunes exagèrent, certes, mais les professeurs choisissent leurs mots avec une précision d'horloger. S'il a parlé de trahison, c'est qu'il savait de quoi il retournait. Je sentis un frisson parcourir mon échine, comme si la brume londonienne avait pénétré jusque dans notre refuge. Nous étions, à n'en pas douter, appelés à entrer dans une affaire dont les ramifications dépasseraient peut-être les simples murs d'Oxford. Holmes se rassit brusquement, saisit son agenda et déclara d'un ton ferme. « Watson, préparez-vous. Nous prendrons le premier train pour Oxford. » Je tentai une objection, évoquant l'incertitude du danger, mais il m'interrompit avec un sourire ironique. « Vous craignez pour votre confort, mon cher ? N'est-ce pas dans ces heures d'inconfort que nous trouvons notre véritable utilité ?» Je ne pus que sourire à mon tour. Je n'existais pas autour de lui. Je m'efforçai de le suivre, portant nos modestes bagages. Sa tranquillité dans ce chaos me frappa une fois de plus. Il semblait que rien ne pût troubler son équilibre intérieur lorsqu'il poursuivait une piste. Lorsque nous montâmes dans le train en direction d'Oxford, je sentis le poids de l'aventure qui commençait s'abattre sur mes épaules. Derrière les cris des porteurs et les sifflements des locomotives, je pressentais déjà les ombres d'un mystère plus profond. Le compartiment que nous occupions offrait tout le confort victorien. Banquettes de cuir rouge, tentures épaisses et vitres embuées. Le balancement régulier de la voiture conférait au lieu une atmosphère de cocon, en contraste avec la clameur de la gare. Holmes s'assit près de la fenêtre, sortit sa pipe et observa distraitement les silhouettes qui s'agitaient sur le quai. Moi, je rangeai notre courrier dans ma poche et pris place en face de lui, notant la fine pellicule de condensation qui brouillait la vitre. Il y avait dans ce huis clos une attente silencieuse, comme si le wagon lui-même retenait son souffle avant le départ. À mesure que nous quittions Londres, le brouillard se dissipa et fit place à des campagnes baignées de lumière automnale. Les collines se succédaient, couvertes de forêts dont les feuillages se teintaient d'or et de cuivre. Des champs labourés s'étendaient à perte de vue, bordés de haies déjà dénudées par le froid. De petits villages surgissaient au détour de vallées, leurs clochers pointant vers un ciel bas, et des fumées bleutées s'élevaient des chaumières. Je me surpris à contempler ces paysages avec une sorte de nostalgie. Dans la cadence monotone du train, mon esprit s'évadait, trouvant dans ces visions champêtres une paix que Londres ne m'accordait jamais. Holmes, cependant, demeurait silencieux, les yeux fixés sur un point indéterminé. Je savais que ses pensées travaillaient avec une intensité redoutable, mais il ne livrait rien de ses réflexions. Un troupeau traversant paresseusement un pré attira mon regard. Cette banalité de la vie rurale me parut si lointaine, si fragile. Après un long silence, Holmes se tourna vers moi. Ses yeux brillaient d'une intensité singulière. « Voyez-vous, Watson, dit-il, l'intellect, lorsqu'il n'est pas guidé par une conscience morale, est une arme redoutable. Rien n'est plus dangereux qu'un esprit brillant au service de l'ambition ou de la rancune. » Je hochai la tête, songeant aux intrigues de nos précédentes enquêtes. Il poursuivit. Un homme ordinaire commet un crime par passion ou par nécessité. Un esprit supérieur, en revanche, conçoit un plan dont la portée dépasse l'individu. Et c'est ce qui me trouble ici. Un professeur, un érudit, disparaît en laissant derrière lui un manuscrit évoquant la trahison. Cela ne peut être l'œuvre d'un hasard ou d'une simple querelle. Je tentai de tempérer sa sévérité en avançant qu'il pouvait s'agir d'une exagération d'étudiant. Il esquissa un sourire ironique. « Mon cher Watson, les jeunes dramatisent, certes, mais les savants, eux, choisissent leurs mots avec une exactitude implacable. » Ces paroles résonnèrent en moi longtemps après, laissant planer l'idée d'une menace qui ne relevait pas seulement d'un mystère académique, mais peut-être d'une machination nationale.
Je demeurais silencieux après cet échange, plongé dans mes pensées. Je songeais à la nature paradoxale de mon ami, froid dans ses raisonnements, mais animé d'une passion presque fébrile lorsqu'il entrevoyait un défi intellectuel. Je me demandais si, parfois, cette ardeur ne le plaçait pas au bord de l'abîme qu'il dénonçait. La science, me dis-je, n'est qu'un instrument. Elle éclaire ou elle consume selon la main qui la manie. Holmes, par son génie, aurait pu être un criminel d'envergure. Il avait choisi de se tenir du côté de la vérité. Mais combien d'autres, moins scrupuleux, mettaient leur savoir au service du pouvoir et de l'ambition. Cette pensée m'assombrit un instant, tandis que je contemplais les champs défiler au loin. Le train ralentit enfin à l'approche d'Oxford. Je fus frappé par l'élégance de la ville. Ses silhouettes immobiles, à demi dissimulées derrière un pilier de pierre. « Watson, » dit-il à voix basse, « nous ne sommes pas les seuls attendus ici. » La silhouette, comprenant sans doute qu'elle avait été observée, se détourna brusquement et disparut dans la cohue des voyageurs. Holmes, sans montrer d'émotion particulière, reprit sa marche, mais je lus dans l'éclat de ses yeux que ce détail n'avait rien d'anodin. L'affaire d'Oxford s'annonçait déjà plus complexe que la lettre ne l'avait laissé supposer. À peine sortis de la gare, nous fûmes conduits vers une auberge voisine où un jeune homme nous attendait. Je remarquai aussitôt la pâleur de son visage et la nervosité de ses gestes. Ses mains tremblaient en ajustant ses gants, et ses yeux inquiets semblaient chercher du secours avant même qu'il eût ouvert la bouche. Il se présenta comme Henry Blackwood, étudiant en lettres classiques, et s'inclina avec un respect mêlé de fébrilité devant Holmes. « Monsieur, » dit-il d'une voix hachée, « je vous remercie d'avoir répondu si promptement. Je suis au désespoir. » Je fus frappé par la sincérité de son angoisse, et mon cœur s'émut de compassion. Holmes, quant à lui, l'observait avec cette intensité calme qui déstabilisait souvent ses interlocuteurs. Je savais qu'il notait déjà chaque détail. L'état des souliers, la coupe du manteau, l'accent de la voix. Blackwood, incapable de contenir davantage son trouble, nous pria de l'accompagner aussitôt vers le collège, où il comptait tout nous expliquer. En chemin, l'étudiant commença à nous décrire le professeur Ainsworth, son maître et protecteur. Il en parlait avec un mélange d'admiration et de crainte respectueuse. Ainsworth, dit-il, jouissait d'une réputation immense dans le domaine de la philologie. Son érudition dépassait de loin celle de la plupart de ses collègues, et ses cours attiraient toujours une foule attentive. Pourtant, ces derniers mois, une ombre avait obscurci sa figure. Le vieil homme s'était montré nerveux, s'interrompant parfois brusquement au milieu d'un propos, ou interrompant ses leçons pour Blackwood poursuivit, la voix basse, comme s'il craignait que les murs même ne l'écoutent. Le professeur Ainsworth, affirma-t-il, lui avait confié à plusieurs reprises sentir autour de lui la présence d'ennemis invisibles. Il parlait de regards persistants dans les couloirs, de conversations interrompues à son approche, de papiers déplacés dans son bureau sans qu'il en eût donné l'ordre. Il y a, disait-il, des forces hostiles tapies parmi ceux qui se disent mes confrères. Le jeune homme raconta comment, la veille de sa disparition, son maître avait glissé ces mots presque prophétiques. « Si l'on me fait taire, souvenez-vous que je n'étais pas seul contre le hasard, mais contre une volonté organisée. » Ces paroles, rapportées avec émotion, me troublèrent profondément. Elles ne relevaient pas de la simple imagination d'un vieillard fatigué. Je percevais dans ce récit la conscience claire d'un danger réel. Holmes, resté silencieux jusqu'alors, demanda soudain. « Vous souvenez-vous, monsieur Blackwood, d'un nom prononcé, d'un visage suspect ?» Le jeune homme secoua la tête. Non, le professeur n'avait désigné personne, mais son regard se posait souvent sur certains collègues, comme s'il devinait chez eux une hostilité cachée. Je sentis une tension croissante. L'ombre d'une rivalité académique s'ajoutait désormais au mystère de la disparition. Nous arrivâmes enfin au collège, imposant édifice de pierre dont les murs suintaient l'humidité ancienne. Blackwood nous mena vers le bureau du professeur, situé au fond d'un long couloir voûté. Lorsqu'il ouvrit la porte, je fus saisi par l'impression de désordre et d'abandon qui régnait dans la pièce. Des livres jonchaient le sol, des feuillets s'entassaient pêle-mêle sur la table,
et une lampe à huile éteinte conservait encore l'odeur d'une combustion récente. Il ne s'agissait pas du désordre ordinaire d'un savant absorbé, mais de traces d'une agitation soudaine, comme si le maître avait quitté son poste précipitamment. Je remarquai un manteau accroché au porte-manteau, signe qu'il n'appartient pas au commun des mortels. Je distinguai un blason composé d'une croix stylisée, entourée de lettres latines, dont je ne parvins pas à saisir tout le sens. Blackwood pâlit en reconnaissant le symbole. Il balbutia que cette bague était l'insigne discret d'une société influente, jalouse de ses secrets et de son pouvoir au sein d'Oxford. Le jeune homme détourna les yeux comme s'il craignait d'en dire davantage. Holmes, lui, glissa la bague dans sa poche avec l'assurance d'un homme qui venait de saisir un fil conduisant au cœur d'une énigme. Je parcourus la pièce du regard avec un malaise croissant. Les rayonnages, d'ordinaire impeccables, présentaient des volumes tirés à la hâte, certains ouverts sur des pages sans rapport apparent. Des feuillets, chiffonnés, s'entassaient au sol, témoignant d'une agitation fébrile. Un encrier renversé avait laissé une tache sombre qui s'étalait sur le bois. Tout indiquait que le professeur avait quitté ce lieu, non par choix réfléchi, mais sous l'effet d'une contrainte soudaine ou d'une peur intense. Je le fis remarquer à Holmes, qui hocha la tête, absorbé par ses propres observations. « Il n'y a pas de plus grand révélateur, Watson, dit-il doucement, que ce que les hommes laissent derrière eux lorsqu'ils partent en hâte. » Je fus frappé par la vérité de cette remarque. Chaque objet semblait crier qu'Ainsworth avait été arraché à son sanctuaire intellectuel, et pourtant, aucun signe de lutte n'était visible. Cette contradiction renforçait le mystère. S'agissait-il d'un enlèvement masqué en fuite, ou d'un départ volontaire minutieusement mis en scène? Holmes, qui jusqu'alors observait en silence, se pencha soudain sur le bureau et saisit la plume abandonnée dans le porte-encrier. Il la fit glisser entre ses doigts, puis la montra sous mes yeux. L'extrémité en portait encore une trace brillante, comme si elle venait d'être trempée. « Voilà, Watson, dit-il, une incohérence capitale. On nous affirme que le professeur a disparu depuis 2 jours. Or, cette plume a servi il y a quelques heures à peine. » Je restai stupéfait. Lorsque nous quittâmes la pièce, un silence pesant nous enveloppa. Les longs couloirs de pierre semblaient retenir leur souffle, comme si les murs eux-mêmes recelaient un secret trop lourd à révéler. Aucun étudiant ne se montrait, aucune voix ne résonnait. L'université, d'ordinaire animée, paraissait figée dans une attente inquiète. Je jetai un regard à Holmes. Son visage fermé trahissait moins de perplexité que de détermination. Il savait déjà que derrière ce silence apparent se cachait une vérité que nous n'avions fait qu'effleurer. Nous franchîmes les portes massives du collège, et aussitôt je fus frappé par la majesté solennelle des bâtiments. Les couloirs de pierre, soutenus par de hautes voûtes gothiques, semblaient résonner d'un silence presque religieux. Chaque pas s'accompagnait d'un écho qui donnait l'impression de marcher dans une cathédrale du savoir. Les murs étaient ornés de portraits austères, représentant des générations de savants disparus. Leurs regards sévères semblaient peser sur nous, comme pour juger si nous étions dignes d'entrer dans ce sanctuaire intellectuel. Holmes, lui, avançait d'un pas sûr, son regard acéré scrutant chaque détail architectural comme s'il eût été autant d'indices. Pour ma part, je me sentais réduit à un écolier pénétrant pour la première fois dans une salle d'examen. Ce lieu respirait l'ancienneté, mais aussi le poids des secrets accumulés au fil des siècles. Une atmosphère de respect et de crainte s'imposait d'elle-même, et je ne pouvais m'empêcher de songer que, derrière ces murs, se tramait une intrigue dont les ramifications allaient bien au-delà d'une simple querelle académique. Guidés par Blackwood, nous entrâmes dans une bibliothèque dont la grandeur me coupa le souffle. Des rayonnages de chêne s'élevaient jusqu'au plafond, chargés de volumes reliés de cuir, dont certains portaient encore la poussière des siècles. L'air était imprégné d'un parfum singulier, mélange d'encre séchée, de papier ancien et de cire d'abeille. Je m'arrêtai devant un manuscrit ouvert sur un pupitre, illuminé par la faible lumière filtrant des vitraux. Professeur que Blackwood nous présenta. Leurs visages, ridés par l'âge ou marqués par l'aigreur, exprimaient une curiosité méfiante à notre égard. Certains répondirent par de courtoises banalités, d'autres laissèrent percer une hostilité à peine voilée. Holmes,
dans son art consommé de l'interrogatoire, lança des questions en apparence innocentes, sur la disparition du professeur Ainsworth, sur ses habitudes, ses fréquentations. Les érudits répondaient avec une prudence excessive, et je sentis que leur silence en disait souvent plus que leurs paroles. Un vieil universitaire, au regard acéré, laissa échapper un ricanement en évoquant Ainsworth. Il portait trop haut la tête pour ne pas finir par attirer le malheur, dit-il. Holmes l'observa un instant, puis répliqua doucement. Ou bien c'est précisément parce qu'il tenait la tête droite qu'il gênait ceux qui préfèrent l'ombre. Cette remarque glaciale laissa l'assemblée muette. Je compris alors que mon ami venait de lancer un premier trait dans le cœur même de la forteresse universitaire. Au fil des entretiens, un nom revint avec insistance, tantôt prononcé à voix basse, tantôt lâché avec un dédain mal contenu. Sir Charles Mortlake. On évoquait ses disputes anciennes avec Ainsworth, ses jalousies, ses ambitions contrariées. Un professeur plus loquace, après s'être assuré que personne ne l'écoutait, nous confia. Entre ces deux hommes, il y avait plus qu'une rivalité scientifique. Une inimitié profonde, faite d'humiliations et de rancunes accumulées. Je rapportai ces propos à Holmes, alors que nous traversions une galerie. Il eut un sourire mince et répondit « La rivalité est le terrain favori où prospèrent les crimes intellectuels. On y trouve tout, la vanité blessée, le désir de reconnaissance, et bien souvent, une intelligence prête à se corrompre pour triompher. » Ce nom Mortlake résonnait désormais à mes oreilles comme une menace voilée. Je compris que nous tenions là un acteur essentiel du drame, bien que son rôle exact restât encore enveloppé de mystère. Holmes, je le savais, ces paroles me frappèrent, car elles esquissaient le portrait d'un ambitieux prêt à tous les sacrifices pour son prestige. Holmes, qui écoutait en silence, fit claquer sèchement sa boîte à tabac. Un tel caractère, dit-il, est comme un acier trempé. Il brille d'éclat, mais il se brise ou il tranche. Je notais dans son ton une gravité inhabituelle. Pour lui, Mortlake n'était pas seulement un rival académique. Il représentait une force dangereuse, capable de transformer le savoir en instrument de domination. Cette image grandissait dans mon esprit, emplissant l'atmosphère d'une inquiétude croissante. Alors que nous quittions la bibliothèque pour regagner la cour, je sentis un léger froissement dans la poche intérieure de mon manteau. Surpris, j'y trouvai un petit feuillet plié en 4. Je m'arrêtai aussitôt pour l'examiner à l'abri du regard des passants. L'écriture était hâtive, nerveuse, presque illisible. Quitter Oxford, partagerait son sort. Je restai interdit, glacé par la menace. Holmes, voyant mon trouble, s'approcha et lut par-dessus mon épaule. Un éclat malicieux brilla dans ses yeux. Voilà qui prouve, mon cher Watson, que nous marchons dans la bonne direction. Les sont rares, assez sages pour demeurer muets. Je voulus objecter que ce billet révélait surtout un danger imminent, mais Holmes haussa les épaules. Pour lui, l'avertissement n'était qu'un signe supplémentaire que l'ennemi sentait ses secrets menacés. Pourtant, au fond de moi, je ne pouvais écarter l'idée que ce feuillet marquait une frontière invisible que nous venions de franchir. Holmes prit le billet, l'examina attentivement à la lumière, puis le glissa entre ses doigts comme un joueur manipule une carte. « Voyez, Watson, » dit-il d'une voix tranquille. L'écriture tremblée trahit un homme pressé, plus inquiet de la rapidité que de la clarté. Le papier provient d'un registre ordinaire, sans signe distinctif, mais l'encre, elle, est particulière. Une nuance qui se rencontre rarement ailleurs qu'ici, dans les imprimeries universitaires. Sentiment d'oppression. La lumière pâle du jour filtrait à travers les vitres poussiéreuses, révélant plus nettement le désordre qui régnait encore. Le silence des couloirs accentuait la solennité de notre démarche. Il semblait que nul n'osât troubler le sanctuaire déserté du savant disparu. Blackwood, qui nous avait accompagnés jusque-là, demeura dans le couloir, trop bouleversé pour pénétrer de nouveau dans la pièce. Holmes franchit le seuil avec la résolution d'un homme qui attend d'y trouver des révélations. Il sortit de sa poche une petite loupe et me lança d'un ton enjoué. « Watson, souvenez-vous que les pièces désertées sont comme des témoins récalcitrants. Elles parlent.
mais il faut savoir les interroger. Je m'apprêtais à lui répondre, mais déjà il s'était penché sur le bureau, ses yeux brillants d'une curiosité presque fébrile. Holmes se mit à examiner la pièce avec une précision chirurgicale. Tandis que je voyais un chaos sans signification, lui discernait un ordre invisible. Il effleurait le bois du bureau, palpait les dos des volumes, mesurait la poussière absente sur certaines étagères. « Observez, Watson », dit-il en désignant un espace vide entre deux piles de livres. Quelque chose a été retiré récemment, avec empressement. Le contour encore marqué de la poussière en témoigne. Je fus frappé par cette observation que je n'aurais jamais songé à formuler. Holmes s'agenouilla ensuite pour inspecter les tapis, ses doigts glissant sur la trame comme s'il cherchait une irrégularité. Enfin, il se redressa, ses yeux pétillants d'intérêt. « Rien n'est plus instructif que ce que l'on croit insignifiant, » murmura-t-il. « Ce bureau est moins déserté qu'on le pense. Il a été visité, et récemment encore. » Ces paroles éveillèrent en moi un mélange d'appréhension et de curiosité, comme si la pièce recelait des spectres invisibles qui nous observaient en silence. C'est moi qui, par hasard, fis la découverte suivante. Tandis que je m'étais penché pour ramasser un livre tombé, mon regard fut attiré par un petit fragment coin. Holmes leva sur moi un regard qui brillait d'une intensité redoutable. « Voilà, Watson, » dit-il, un témoin plus éloquent que 1000 rumeurs. Ce parchemin est à la fois ancien et précieux. Pourquoi l'avoir brûlé, sinon pour dissimuler une vérité compromettante? Je frissonnais en songeant que nous tenions peut-être entre nos mains le fragment d'un secret assez lourd pour avoir coûté la liberté, voire la vie, du professeur. Holmes, loin de se satisfaire de cette découverte, poursuivit ses recherches avec une énergie redoublée. Il s'agenouilla près de la fenêtre et inspecta le plancher. Là, dissimulée entre deux lattes, se trouvait une mince empreinte de boue séchée. Il gratta délicatement la poussière et la porta à son nez. « Fascinant », murmura-t-il. « Cette boue provient d'un sol argileux très particulier, que l'on ne trouve guère qu'aux abords de la Tamise, à l'endroit où les quais se rapprochent de Southwark. » Je le regardais, stupéfait. Comment pouvait-il établir une conclusion aussi précise à partir d'un résidu si infime? Les argiles, Watson, sont comme des signatures géologiques. Celui qui a pénétré dans ce bureau y a laissé l'empreinte de son passage sur les rives londoniennes. Cela nous éloigne d'une simple querelle d'université et nous rapproche d'un dessein plus vaste. Je sentis alors le poids du mystère s'épaissir. Le bureau du professeur devenait le théâtre d'un drame qui liait Oxford aux profondeurs troubles de Londres. À la sortie du bureau, Holmes aperçut un homme qui arpentait nerveusement le couloir. Un secrétaire de faculté que Blackwood nous avait nommé la veille. Holmes s'approcha de lui avec cette politesse glaciale qui cachait mal sa volonté d'interroger. « Dites-moi, monsieur, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu le professeur Ainsworth ?» L'homme hésita, se racla la gorge et répondit que cela devait être 3 jours auparavant, à la fin d'un séminaire. Son regard fuyant et ses doigts qui s'agitaient trahissaient pourtant une gêne évidente. Holmes, impitoyable, poursuivit ses questions. Se tourna vers moi. « Watson, » dit-il d'un ton grave, « nous venons d'entendre aujourd'hui le premier mensonge qui ouvre la voie à la vérité. » Je le pressai de m'en dire davantage, mais il se contenta de sourire mystérieusement. « La patience, mon cher, est la vertu des enquêteurs. Trop tôt révélé, un indice se dilue comme une encre mal fixée. Il nous faut laisser mûrir ce que nous avons appris. » Je protestai contre ce silence, mais il se contenta d'accélérer le pas. Je savais par expérience qu'aucune insistance n'obtiendrait de lui un mot de plus tant qu'il n'estimait pas l'heure venue. Pourtant, ces paroles résonnaient en moi comme une promesse de révélations imminentes. Si Holmes avait identifié un mensonge, c'est qu'il avait déjà, dans son esprit, dressé un premier portrait de notre adversaire. Quant à moi, je ne pouvais m'empêcher de frissonner à l'idée que nous venions de pénétrer plus avant dans une toile de dissimulation dont nous ne connaissions encore ni l'ampleur, ni les limites. Il était près de minuit lorsque nous pénétrâmes de nouveau dans les couloirs silencieux du collège. L'air froid d'Oxford, chargé de brume, s'infiltrait jusque dans les galeries voûtées, rendant chaque pas plus solennel.
La grande bibliothèque, vaste édifice de pierre, semblait dormir sous la garde muette de ses statues et de ses vitraux obscurs. Holmes avançait avec l'assurance d'un homme convaincu que l'heure venue apporterait une révélation. Pour ma part, je ressentais un malaise croissant. Le silence, interrompu seulement par le craquement lointain du bois, avait quelque chose de menaçant. Nous nous installâmes dans l'ombre d'un couloir, face à la porte massive qui menait aux archives anciennes. Je me surpris à écouter le battement de mon propre cœur, si distinct dans ce calme oppressant. Holmes, impassible, se contentait de guetter, son profil découpé par la pâle clarté des lampes à gaz extérieures. Holmes choisit une alcôve obscure qui lui offrait une vue dégagée sur l'entrée. Il m'y installa avec un geste bref, puis se pencha vers moi. « Watson, » dit-il, « la logique est claire. » Je hochai la tête, partagé entre admiration et appréhension. Holmes poursuivit à voix basse. « Nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Je m'attends à ce que cette nuit attire l'intrus, comme la flamme attire la phalène. » Ses yeux brillaient d'une lueur impatiente, et je compris qu'il ne doutait pas du dénouement. Il se redressa alors, les mains croisées derrière le dos, et demeura immobile comme une statue, guettant le moindre bruit. Moi, je me surpris à redouter plus encore la révélation que le silence, tant l'attente me paraissait interminable. Un grincement presque imperceptible rompit enfin le silence. La porte s'entr'ouvrit, et une forme sombre se glissa à l'intérieur. Je retins mon souffle. L'intrus, vêtu de manière à se fondre dans l'obscurité, avançait avec une hâte fébrile. Holmes me fit signe de garder le silence, et nous observâmes. La silhouette parcourait les rayonnages, saisissant des manuscrits, en ouvrant certains avec précipitation, en rejetant d'autres d'un geste nerveux. Elle semblait chercher un document précis, comme si sa vie dépendait de cette quête. Je ressentis un mélange de fascination et d'effroi, en voyant ses gestes rapides, presque désespérés. Le bruissement des pages tournées résonnait comme un aveu de culpabilité. Holmes, immobile, suivait chaque mouvement avec l'attention d'un chasseur guettant sa proie. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et je lus sur son visage qu'il avait déjà tiré des conclusions de cette agitation désordonnée. Soudain, Holmes bondit hors de notre cachette avec une énergie foudroyante. Son cri bref, sec comme un coup de fouet, fit sursauter l'intrus. Celui-ci se retourna, hésita une fraction de seconde, puis s'élança dans un couloir latéral. Nous nous lançâmes à sa poursuite. Le bruit de ses pas résonnait dans les corridors déserts, guidant nos efforts. Mais l'homme connaissait manifestement les détours du bâtiment. Il glissait entre les galeries, disparaissait dans l'ombre, réapparaissait plus loin. À plusieurs reprises, je crus le saisir à portée de main, mais chaque fois il parvenait à nous armoiries d'un cercle londonien connu pour son exclusivité et ses privilèges. Mon étonnement redoubla. Quel lien pouvait unir ce club aristocratique à la disparition d'un professeur d'Oxford? Holmes, satisfait, glissa le gantelet dans sa poche avec un sourire discret. Il savait, mieux que moi, que ce genre de détail valait parfois davantage qu'une confession arrachée sous la contrainte. Holmes sortit de nouveau le gantelet et le porta à son nez. Il inspira longuement, ferma les yeux, puis déclara d'une voix assurée. « Un parfum rare, Watson. Pas une essence commune, mais une fragrance singulière, que l'on rencontre seulement chez ceux qui cherchent à affirmer leur distinction. Je sentis moi-même une note subtile, mêlant le cuir à une senteur florale inhabituelle. Elle évoquait à la fois le raffinement et l'ostentation. Ce parfum, reprit Holmes, est produit par une seule maison londonienne. Si l'on combine ce détail à l'armoirie, le cercle des suspects se réduit considérablement. Je demeurai frappé par la minutie de son observation. Pour moi, ce n'était qu'un gant parfumé. Pour lui, c'était un indice éclatant, une porte entr'ouverte sur le secret. De retour à notre poste, Holmes s'assit dans l'ombre et alluma une cigarette, comme si la poursuite n'avait été qu'un prélude nécessaire. Ses yeux étincelaient de satisfaction. « Nous savons désormais, dit-il, que l'ennemi que nous traquons appartient non à la foule anonyme, mais à un cercle très étroit, privilégié et arrogant. Il est lié à Oxford par ses actes, mais à Londres par son appartenance sociale. » Je restai silencieux,
méditant sur l'audace de ce raisonnement. Holmes poursuivit. Chaque détail rapproche le filet. Ce gantelet, cette fragrance, ces gestes fébriles. Tout cela appartient à un homme qui, malgré son sang-froid apparent, se trouve au bord de l'abîme. Je compris alors que, loin d'être découragé par l'échec de la poursuite, Holmes y voyait la confirmation que nous tenions enfin un fil solide. Quant à moi, je ne pouvais m'empêcher de songer que l'ombre fugitive croise. Nous étions encore plongés dans la réflexion sur les découvertes de la nuit, lorsque, dès le matin suivant, l'arrivée tonitruante d'un fiacre attira notre attention. De la voiture descendit l'inspecteur Lestrade, l'air plus assuré que jamais, son manteau boutonné jusqu'au col et sa canne frappant le sol avec autorité. Il semblait porter sur ses épaules tout le poids de Scotland Yard et arborait cette expression d'importance que lui donnait chaque mission où il croyait son concours décisif. « Ah, messieurs !» lança-t-il en entrant d'un pas vif dans le hall du collège. « Je vois que je vous trouve encore à l'œuvre, mais soyez certains que l'affaire est désormais entre de bonnes mains. » Je jetai un regard à Holmes, qui esquissa ce sourire imperceptible qu'il réservait à ses ironies les plus acérées. Je savais qu'il considérait l'arrivée de Lestrade comme à la fois une gêne et une opportunité. Gêne, car ses hypothèses hâtives risquaient de semer la confusion. Opportunité, car ses maladresses offraient souvent à Holmes l'occasion d'éclairer la vérité par contraste. À peine installé, Lestrade exposa sa théorie avec cette assurance péremptoire qui lui était coutumière. Selon lui, le professeur Ainsworth avait été victime d'un enlèvement motivé par l'appât du gain. « Tout est limpide, » dit-il en agitant la main. « Un savant respecté, des manuscrits de valeur, un cercle d'étudiants riches. Voilà le terreau parfait pour une demande de rançon. » Holmes, qui l'écoutait en silence, croisa les bras et laissa s'installer un instant de silence lourd. Je sentis que cette hypothèse simpliste ne tarderait pas à provoquer l'éclat mordant de mon ami. Holmes prit enfin la parole, avec cette politesse glacée qui n'était qu'une arme de plus dans son arsenal. « Admirable, Lestrade, vraiment admirable, » dit-il d'un ton faussement admiratif. « Il n'y manque qu'un détail insignifiant, l'absence totale de demande de rançon. » L'inspecteur rougit mais persista. Holmes poursuivit, plus acerbe encore. J'ajouterai que les traces laissées dans le bureau ne concordent nullement avec une intrusion de malfaiteurs. Les mystères à des banalités, jusqu'à ce qu'ils vous éclatent au visage. Je tentai d'intervenir pour apaiser les deux hommes, leur rappelant que notre but commun était de retrouver le professeur, mais ils semblaient sourds à ma voix. Leurs répliques s'entrechoquaient comme des épées, l'un brandissant son autorité officielle, l'autre son génie déductif. Ce duel verbal, quoiqu'irritant, me fascinait. C'était la rencontre brutale entre la logique supérieure et la routine bornée. Pourtant, je savais qu'une telle tension ne pouvait que s'envenimer si un nouvel élément n'intervenait pas pour détourner leur querelle. Comme pour répondre à mon pressentiment, un messager entra précipitamment, apportant un télégramme scellé. Il s'inclina et remit l'enveloppe à Lestrade, qui l'ouvrit avec empressement. Son visage, d'abord impassible, se crispa soudain. « Messieurs, » annonça-t-il d'une voix grave, « on a repêché dans la Tamise un corps qui correspondrait à la description du professeur Ainsworth. » Un silence glacé suivit ces paroles. Blackwood, qui s'était tenu à l'écart, poussa un cri étouffé et se laissa tomber sur une chaise, blême. Quant à moi, je sentis mon cœur se serrer douloureusement. L'idée que ce savant respecté, dont la vie semblait vouée à l'étude, eût fini ainsi dans les eaux sombres du fleuve, me parut d'une cruauté accablante. Holmes, cependant, demeura impassible. Il prit le télégramme des mains de Lestrade, le parcourut rapidement, puis le posa sur la table sans mot dire. Ses yeux se fixèrent un instant sur la fenêtre, comme s'il contemplait une hypothèse invisible aux autres. Lestrade, déjà triomphant, déclara « Vous voyez bien, Holmes, un enlèvement, une fin tragique et l'affaire close. » Mais je remarquai la lueur ironique qui brillait dans le regard de mon ami. L'émotion gagna l'assemblée. Certains universitaires, mis au courant, murmuraient déjà des condoléances. Blackwood pleurait en silence. Lestrade se frottait les mains comme s'il tenait la résolution de l'affaire. Holmes, ces mots mystérieux suffirent à rallumer en moi une flamme d'espérance,
et à me convaincre que l'affaire n'avait pas encore révélé son plus sombre secret. Alors que nous étions réunis dans la petite chambre qui nous servait de retraite à Oxford, Holmes sortit de la poche intérieure de son manteau le fragment de parchemin que nous avions découvert dans le bureau du professeur Ainsworth. Il le posa sur la table, l'aplanit avec soin, et demeura longuement penché sur lui, comme s'il interrogeait un témoin muet mais obstiné. Je remarquai la fixité de son regard et la tension de ses doigts. L'objet exerçait sur lui une fascination évidente. Pour ma part, ce morceau à demi brûlé n'évoquait qu'un vestige sans valeur, mais je savais que sous l'œil de mon ami, les ruines les plus obscures pouvaient se transformer en clés lumineuses. « Voyez, Watson, dit-il enfin, il est des cendres qui parlent plus fort que des bibliothèques entières. Celui qui a tenté de réduire ce texte en poussière n'a réussi qu'à trahir son importance capitale. » Ces mots suffirent à éveiller en moi le sentiment que nous approchions d'une vérité plus vaste que celle d'une simple rivalité académique. Holmes prit une loupe et suivit du doigt les lettres encore lisibles. Il m'expliqua, d'une voix lente et claire, qu'il ne s'agissait pas d'un latin ecclésiastique, mais d'une langue savante propre au XVIIe siècle. Les tournures, les abréviations, la syntaxe même en portaient la marque. « Remarquez, Watson, me dit-il, l'usage du mot proditionem au lieu de proditio. C'est une particularité relevée dans certains traités de l'époque jacobéenne. Cela nous place à une période très précise, entre 1610 et 1630. Je l'écoutais avec admiration. Moi qui ne voyais qu'un amas de mots à demi consumés, j'entendais soudain se déployer toute une science de l'histoire des langues. Holmes, en philologue improvisé, redonnait vie à ce lambeau de texte. Chaque siècle, poursuivit-il, a sa manière de trahir par la plume ce qu'il voulait garder secret. Ce manuscrit, en dépit de ses blessures, conserve encore assez de chair pour nous révéler. Mais une accusation formelle. Imaginez, Watson, quel scandale si ce manuscrit venait à être publié aujourd'hui. Les fondements de l'honneur britannique en seraient ébranlés. Je restai muet, mes pensées partagées entre l'horreur et la fascination. Holmes posa le fragment et alluma sa pipe, comme s'il venait de révéler une évidence mathématique. L'histoire, dit-il en soufflant une bouffée de fumée, est souvent une caverne où l'on cache les ossements des crimes anciens. Celui qui exhume ces reliques détient un pouvoir redoutable. Ces mots me firent comprendre que nous touchions enfin au cœur du mobile de notre affaire. Holmes se tourna vers moi, son expression redevenue ironique. « Vous comprenez maintenant, Watson, pourquoi Sir Charles Mortlake convoitait ce manuscrit. Avec lui, il possédait l'arme parfaite pour faire chanter le gouvernement. Il expliqua que Mortlake, frustré de ne jamais avoir atteint la gloire académique d'Ainsworth, voyait dans ce document une revanche éclatante. Non seulement il pouvait humilier son rival en le dépouillant de sa découverte, mais encore se hisser au rang d'homme redouté par les plus hautes sphères de l'État. Rien n'est plus dangereux, poursuivit Holmes, qu'un ambitieux armé d'un secret historique. Car il ne se contente pas de l'étudier, il le brandit comme un poignard. Je frissonnais en imaginant l'influence funeste que Mortlake aurait pu exercer avec une telle arme. Mais Holmes, déjà, semblait ailleurs, méditant sur la prochaine étape. Son regard se fixa sur la fenêtre où la brume s'épaississait, et je compris que pour lui, la partie venait de franchir un seuil décisif. Je demeurai interdit devant l'ampleur de la révélation que Holmes venait de formuler. L'idée qu'un érudit d'Oxford pût conspirer pour utiliser un manuscrit ancien afin de faire chanter le gouvernement me paraissait si extravagante que je ne pus retenir une objection. « Holmes, dis-je, permettez-moi de douter. N'est-il pas excessif d'imaginer que Sir Charles Mortlake ait osé fonder son ambition sur une telle trahison? N'y voyez-vous pas une construction de l'esprit? Certes, je baissai les yeux, partagé entre admiration et trouble. Je connaissais trop le génie de mon compagnon pour le contredire avec légèreté, mais mon esprit de médecin se révoltait encore contre une hypothèse si sombre. Holmes se redressa et se mit à marcher dans la chambre, ses mains croisées derrière le dos. Sa voix, lorsqu'il parla de nouveau, avait perdu toute ironie. Elle vibrait d'une conviction inébranlable. « Watson, reprit-il, nous avons un parchemin ancien attestant une trahison nationale, une rivalité acharnée entre deux érudits, la présence d'armoiries aristocratiques et d'un parfum rare associé à un cercle très restreint. Chaque pièce de ce puzzle converge vers un plan unique.
s'emparer du manuscrit, réduire Ainsworth au silence et transformer ce secret en instrument de chantage. Il s'arrêta, me fixa intensément et ajouta. Les faits, mon ami, ne sont pas des fantaisies. Ils s'emboîtent trop exactement pour qu'il s'agisse d'une coïncidence. Son assurance me troubla davantage que ses hypothèses. Je compris que, dans son esprit, l'affaire avait déjà dépassé le stade du doute. Holmes n'était plus en quête d'une vérité possible. Il la considérait acquise, et il lui manquait seulement de l'exposer au grand jour. Je m'apprêtais à répliquer encore, mais Holmes leva la main et d'une voix plus basse ajouta. Un dernier point, Watson. Éclaire tout le reste. Le professeur Ainsworth n'est pas mort. Je sursautai. Comment pouvez-vous en être certain, Holmes, quand une dépêche prétend qu'un corps a été retrouvé dans la Tamise? Il esquissa un sourire froid. Parce que chaque trace, chaque indice crie le contraire. La plume humide sur le bureau, le désordre des livres, les empreintes récentes. Tout indique qu'Ainsworth était encore là après la date supposée de sa disparition. Et surtout, pourquoi tuer un homme dont on peut obtenir bien plus sur le gardant captif? Je demeurai silencieux, bouleversé par cette perspective. Holmes poursuivit avec une intensité croissante. Réfléchissez, Watson. Où mieux cacher un érudit que dans presque religieuse? L'air y semblait plus froid, comme si les pierres elles-mêmes retenaient l'écho des querelles érudites et des secrets tus. De longues tables de chêne, noircies par l'usage, se dressaient sous des portraits sévères d'anciens maîtres. Le silence, à peine troublé par le craquement du bois dans l'âtre lointain, donnait à ce lieu l'allure d'un tribunal invisible, où la vérité seule pouvait rendre son verdict. Holmes, droit et impassible, avançait avec l'assurance d'un chef d'orchestre qui s'apprête à donner le ton d'une symphonie grave. Pour ma part, je ressentais le poids de l'instant. Tout, dans ce décor, annonçait une révélation solennelle, comme si Oxford s'apprêtait à juger non seulement un homme, mais une ambition dévoyée. Peu à peu, les protagonistes prirent place autour de la grande table. Henry Blackwood, pâle et nerveux, ne cessait de tordre son mouchoir entre ses doigts tremblants. Les érudits, robes de laine serrées contre eux, échangeaient des regards lourds de méfiance et de curiosité contenue. L'un tout sauta sèchement, un autre détourna le visage avec une expression de défiance. L'inspecteur Lestrade, campé dans son uniforme de fonction, affichait une impatience visible. Son talon martelait discrètement le sol, trahissant son irritation d'être convoqué dans ce théâtre universitaire plutôt que dans un commissariat de Londres. Enfin, Sir Charles Mortlake entra, imposant dans son maintien, mais dont les traits crispés trahissaient une colère à peine contenue. Il s'assit avec raideur, lançant à Holmes un regard chargé de dédain. Je crus discerner, dans ses yeux sombres, l'ombre d'une inquiétude qu'il tentait de masquer derrière son assurance hautaine. Tous ces visages, si différents, se retrouvaient réunis dans cette enceinte antique, prisonniers d'un mystère dont Holmes seul détenait la clé. L'atmosphère, lourde et tendue, semblait attendre son verdict comme on attend le coup de tonnerre. Holmes se leva lentement, posa ses mains fines sur le bois massif de la table et, d'une voix claire, commença son exposé. « Messieurs, dit-il, nous sommes réunis ici. » Un murmure parcourut l'assemblée. Mortlake redressa le menton avec arrogance, mais Holmes, imperturbable, poursuivit. Les indices convergent. Le bureau du professeur, laissé en désordre, contenait une bague aux armoiries d'une société secrète dont vous êtes, Sir Charles, un éminent membre. Dans les rayonnages de la bibliothèque, un intrus a laissé tomber un gantelet marqué de vos armoiries. Enfin, l'odeur rare de votre parfum, retrouvée sur ce même gantelet, vous désigne sans équivoque. Mortlake voulut interrompre, mais Holmes haussa à peine la voix, glaçante dans sa précision. Vous avez cherché à vous emparer d'un manuscrit ancien prouvant une trahison d'État, afin d'en faire l'instrument d'un chantage. Pour y parvenir, vous avez organisé la disparition du professeur, son geôlier involontaire dans ce drame. Un silence pesant s'abattit. Chacun retenait son souffle. Pour ma part, je sentis battre mon cœur à rompre ma poitrine. Holmes venait, en l'espace de quelques phrases, de transformer la salle en véritable prétoire, et Mortlake en accusé. Alors que Holmes achevait son accusation, un frisson parcourut l'assemblée lorsqu'on annonça que 2 assistants du collège
avaient fait une troublante découverte. Ils introduisirent dans la salle une silhouette chancelante. C'était le professeur Ainsworth lui-même, soutenu de chaque côté, le visage émacié, mais vivant. Son teint était d'une pâleur presque spectrale, et ses yeux, affaiblis par l'obscurité, peinaient à soutenir la lumière des torches. Nous apprîmes qu'il avait été retrouvé dans une crypte humide, au cœur même des bâtiments du collège, dissimulé comme une relique que l'on aurait voulu condamner au silence. Un murmure parcourut l'assemblée. L'invraisemblable se confirmait, et la disparition n'était plus un mystère, mais un crime. Holmes demeurait impassible, son regard acéré fixant Mortlake, tandis que le malheureux professeur, à bout de force, murmurait quelques mots de reconnaissance à l'adresse de son étudiant Blackwood. Mortlake percevait, derrière l'éloquence, une fissure profonde qui ne demandait qu'à se rompre. Holmes, les bras croisés, l'écoutait sans l'interrompre, un sourire glacé effleurant ses lèvres, comme s'il attendait patiemment le moment d'asséner la preuve décisive. Lorsque le silence revint, Holmes se redressa avec la solennité d'un juge prononçant sa sentence. « Sir Charles, dit-il d'une voix tranchante, vos titres et vos discours ne sauraient vous absoudre de la vérité. L'érudition ne protège pas contre la fraude, pas plus que l'éloquence ne supprime les faits. » Il tira de sa poche le gantelet ramassé dans la bibliothèque et le posa lentement sur la table. « Voici, messieurs, l'arme invisible d'un crime intellectuel. Non pas un poignard ni un pistolet, mais un gant marqué de vos armoiries et imprégné d'un parfum rare que peu d'hommes possèdent. » Je vis Mortlake blêmir imperceptiblement. Holmes poursuivit, implacable. « Ce parfum, extrait d'une essence d'Orient, est réservé à un cercle très étroit d'amateurs. Or, je puis affirmer sans crainte de me tromper que vous êtes le seul, dans cette assemblée comme dans ce collège, à en faire usage. Le cuir emporte l'empreinte olfactive indélébile. Un silence pesant s'abattit. L'argument, aussi invisible qu'irréfutable, tombait comme une sentence. Les preuves matérielles pouvaient être discutées, mais l'odeur, insaisissable et unique, liait Mortlake à l'intrusion de la nuit. Holmes, s'inclinant légèrement, ajouta « Voilà, messieurs, la preuve qu'aucun sophisme ne peut effacer. » La salle, un instant figée, explosa en réactions diverses. Les érudits, jadis si prompts à l'hostilité, se regardaient avec stupeur, certains pâlissant comme s'ils découvraient l'abîme où leurs collègues avaient sombré. Un vieil académicien porta la main à son front, incapable de dissimuler son effroi. Lestrade, quant à lui, frappa du poing sur la table, furieux qu'on l'ait devancé dans la résolution de l'affaire. Sa colère, mêlée de dépit, rue, d'ordinaire bruissante d'étudiants, résonnait d'un silence inhabituel, comme si la vieille université elle-même avait honte du scandale que ses murs avaient abrité. Les quelques passants que nous croisions détournaient les yeux, évitant toute allusion à l'affaire. Je sentis que l'ombre de Mortlake, plus lourde encore que sa chute, continuerait longtemps d'assombrir ces pierres séculaires. Blackwood, avant notre départ, nous avait serré la main avec une émotion sincère, jurant de consacrer son avenir à honorer son maître injustement bafoué. Holmes, impassible, ne répondit que d'un signe de tête à ses adieux fervents. Je compris que son esprit, déjà, s'était détaché de l'agitation humaine pour se fixer sur des horizons plus vastes, où la vérité, nue et implacable, triomphe des passions. À peine installé dans le compartiment du train, un silence pesant s'installa entre nous. Je n'osais troubler la méditation de mon compagnon, qui demeurait immobile, les yeux mi-clos, la pipe éteinte à la main comme un sceptre de réflexion. Le roulement régulier des roues, loin d'apporter une distraction, accentuait l'austérité de l'instant. Holmes, muré dans ses pensées, ne semblait plus présent, comme s'il se tenait dans un tribunal invisible, juge des vices et vertus de l'humanité. Pour ma part, je demeurais suspendu entre l'admiration et une sourde inquiétude, pressentant que l'affaire d'Oxford laissait dans son esprit une trace plus profonde qu'il ne voulait l'avouer. Je me surpris à méditer sur la fragilité de la vérité, si souvent menacée par l'ambition, l'orgueil ou la cupidité. Ce que nous avions découvert à Oxford ne relevait pas seulement d'un crime ordinaire. C'était une corruption du savoir lui-même, une trahison de ce qui doit éclairer l'homme et non l'asservir. Combien de fois avais-je vu Holmes arracher la vérité aux ténèbres, toujours avec cette conviction qu'elle était indestructible.
Et pourtant, je devais reconnaître qu'elle vacille à chaque instant, prisonnière des passions humaines, des complots ou des peurs. Je songeais au professeur Ainsworth, frêle silhouette sortie de sa crypte. Son corps avait survécu, mais qu'en serait-il de son esprit, meurtri par l'ombre de la trahison et le poids du secret? La vérité l'avait sauvé, certes, mais lente, avant d'ajouter « Le savoir sans la droiture n'est qu'une arme. » Et une arme entre les mains d'un ambitieux est plus dangereuse qu'une armée. Je voulus répondre, mais je demeurais muet, conscient que cette réflexion ne visait pas seulement l'affaire présente, mais l'humanité tout entière. Holmes, fidèle à lui-même, parlait peu des passions, mais quand il le faisait, c'était comme si le scalpel de sa logique se transformait en glaive morale. À travers la vitre, les campagnes anglaises se déroulaient dans un voile de brouillard. Les collines, les arbres dépouillés et les champs labourés semblaient se dissoudre dans cette atmosphère grise, où chaque contour devenait incertain. Je songeais alors que cette brume n'était pas seulement celle du paysage, mais celle de l'esprit humain, où la vérité, si fragile, peine à se frayer un chemin. L'affaire d'Oxford m'avait laissé un sentiment amer, que la science et le savoir, au lieu d'élever l'homme, pouvaient l'entraîner vers l'abîme. Holmes, absorbé dans sa fumée, paraissait indifférent au spectacle extérieur. Moi, au contraire, j'y voyais une image de ce que nous avions vécu. Un monde où l'on croit voir clair, mais où les ombres dissimulent toujours une menace tapie. Lorsque nous approchâmes de Londres, je sentis un frisson courir le long de mon échine. Ce n'était pas la fatigue du voyage, ni même la satisfaction d'une énigme résolue, mais une inquiétude plus profonde, celle qui naît quand l'ordre rétabli révèle les fissures du monde. Je compris alors que toute victoire de Holmes, si éclatante fût-elle, ne dissipait jamais l'ombre entière, mais seulement une part de l'obscurité. Derrière chaque mystère déjoué, d'autres attendaient, prêts à surgir. Et tandis que la brume s'épaississait autour de nous, je songeais que la voix de Holmes, avec ses sentences tranchantes, résonnerait longtemps dans ma mémoire comme un avertissement adressé à notre temps. Il demeure toujours, au terme d'une telle aventure, une impression subtile de vertige. Car même lorsque la vérité a été dévoilée, elle semble parfois se dérober à